Eh bien, bonjour tout le monde. Nous sommes 39 pour l'instant. Il est 10h05. Donc, on est très content avec Stéphane de vous accueillir. Merci d'être là. Première information, si vous pouvez bien couper vos caméras et micros pour la bande passante, ça sera parfait. C'est une présentation, un webinaire qui est enregistré et vous recevrez donc le replay d'ici la semaine prochaine. Et puis, donc, on va largement utiliser le chat pendant ce webinaire pour pouvoir vous répondre à la fin du webinaire. Il y aura un échange, un temps qui est tout à fait prévu pour des questions-réponses. Et si vous avez une incompréhension à un moment donné du webinaire, n'hésitez pas aussi à nous le faire savoir dans le chat. Comme ça, je pourrai passer la main à Stéphane pour revenir peut-être sur une notion au besoin, hein. Donc, vous n'hésitez pas à utiliser le chat pendant le webinaire. Et puis, nous allons tout à fait démarrer puisqu'il est 10h06 et nous sommes bien 39. Donc, bienvenue sur ce webinaire sur la certification de conformité au manifeste pour un usage soutenable de l'intelligence artificielle. Et on va se présenter, évidemment, hein, ça donnera tout ce côté humain que nous défendons tant avec Stéphane. Donc, je commence en me présentant. Donc, je suis Élodie Waterken. Je travaille à l'agence Lucie depuis juillet 2023. Je travaille avec tout le pôle démarche et formation, mais aussi communication marketing, donc sur toutes nos démarches de labellisation, mais aussi sur les formations. On va y revenir bientôt. Et donc, je travaille notamment sur les projets numériques responsables, mais pas que. Voilà. Je passe la main à Stéphane, si tu veux bien te présenter. Oui, bonjour, donc Stéphane Pexini, je suis un consultant indépendant sur le numérique responsable. Je travaille principalement sur les sujets autour des impacts du numérique sur la pérennité des entreprises au travers des vulnérabilités de la chaîne de fabrication du numérique par rapport aux aléas géopolitiques, climatiques ou autres. Et je travaille aussi, donc, et c'est l'objet de ce webinaire sur l'usage soutenable de l'IA pour pouvoir l'utiliser de manière raisonnée et pertinente. Voilà, donc je te laisse Merci la main Stéphane. maintenant pour démarrer. Voilà. Alors, rentrons dans l'introduction de ce webinaire, si vous le voulez bien. Alors, tout d'abord, bon, je pense que nous avons des participants qui nous connaissent ici, mais un petit rappel. Donc, à l'agence Lucie, on se définit vraiment comme un centre de solutions. Nous avons 3 activités à l'agence. Donc, évidemment, la formation, deuxièmement, la labellisation et en troisième pilier d'activité, je dirais, l'animation de notre communauté. Et ici, vous voyez qu'effectivement, on a pour objectif de développer les compétences des organisations avec lesquelles nous travaillons. Donc, nous avons des formations au catalogue, notamment sur des sujets numériques responsables et notamment sur nos labels, hein. Donc, vous pourrez retrouver, je vous invite à faire un petit tour sur notre nouveau site internet en ligne depuis septembre pour voir tout ça en détail. Et puis, bien sûr, certainement, vous nous connaissez via nos labels numériques responsables niveau 1 et 2, puisque nous avons aussi l'objectif d'accroître la performance sociale et environnementale de nos membres via nos labels. Alors, peut-être que pour rentrer dans ce webinaire et puis dans ce projet, hein, plus précisément qu'on vous présente ce matin avec Stéphane, c'est partir d'un constat et puis aussi d'un conseil qu'on donne aux organisations. Très souvent, on nous connaît d'ailleurs à l'agence Lucie pour nos labels RSE, mais nous avons aussi, on vient de le rappeler, nos labels numériques responsables. Et en fait, très souvent, d'ailleurs, ça se voit dans notre communauté, les organisations se lancent souvent dans des démarches parallèles, RSE versus numérique responsable. Donc ça, c'est un constat qu'on fait et qu'on a tendance à appeler la logique du millefeuille en organisation, puisqu'il y a dédoublement souvent de moyens, dédoublement de démarches, dédoublement de stratégies, et ça fait que ça devient assez lourd pour les organisations.
Et aujourd'hui, vous allez le voir dans ce projet notamment, on a une forte recommandation à adresser aux organisations, c'est tout bonnement d'intégrer le numérique responsable autant que faire se peut dans la démarche RSE de leur organisation. Et puis, donc, à l'agence Lucie, on a un constat sur l'année 2025, je dirais, et pour avoir parlé avec des consultants partenaires, on a entendu dire que cette année 2025 était plutôt une année blanche au niveau de la RSE. Eh bien, j'ai envie de vous dire, pas pour le numérique responsable. À l'agence Lucie, on a été positionné, ou plutôt invité à se positionner sur deux grands projets avec notamment nos partenaires, l'INR et France IT, avec la contribution de l'ADEME, de l'INRIA et du CNRS pour mieux intégrer, comme c'est marqué là, l'intelligence artificielle dans un référentiel du label numérique responsable qui sera en open source d'ici la fin du premier trimestre 2026. Donc, il y a une forte dynamique sur le sujet. Nous sommes présents sur ce projet-là pour pouvoir redynamiser le label aussi numérique responsable que nous proposons aux organisations. Et puis le deuxième projet dans lequel nous sommes invités à nous mobiliser, donc évidemment avec Stéphane présent ici ce matin avec moi, c'est ce fameux projet de certification de service IA et on va rentrer dedans bien en détail ce matin. C'est celui qui nous mobilise. Alors voilà ce qu'on vous propose comme menu, si j'ose dire. En premier temps, on va un petit peu revenir sur le manifeste qui conduit vraiment ce projet en termes de socle, hein. Donc découvrir, si j'ose dire, sa vision et ses principes de manière concrète avec Stéphane pour bien comprendre de quoi il en retourne, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas encore découvert. En deuxième partie, on verra, et c'est pour faire le lien avec cette introduction, comment ce projet s'appuie très fortement, et ça on ne pourra pas le nier, sur une théorie, en tout cas un modèle du donut et un choix des dimensions largement emprunté à la RSE, hein, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant dans ce projet-là. En troisième partie, on vous propose de découvrir les 6 conditions fondamentales à tout service, je dirais, IA qui voudrait rentrer dans le projet, hein. Donc, on va vous présenter ça. En quatrième temps, peut-être aussi rentrer un peu plus en avant dans les domaines d'évaluation détaillés, hein, puisqu'il s'agit bien d'une évaluation qu'on vous propose dans ce projet de certification. Le cinquième temps, ça sera le processus de certification en lui-même, les étapes. Et à la fin, voilà, on pourra échanger ensemble grâce aux questions que vous allez déposer dans le chat. N'hésitez pas, je vais les copier-coller pour bien animer ce 6e temps. Alors on démarre, voilà, je vais laisser la parole à Stéphane sur le manifeste, la vision, ses principes. Et n'hésitez pas déjà à poser vos questions dans le chat ou à rebondir sur des notions où vous avez besoin de précision, comme on le disait au tout début. Je te passe la main, Stéphane. Merci Elodie. Donc voilà, donc pourquoi on peut se poser la question, pourquoi manifeste pour l'IA en sachant qu'il y a déjà de nombreux documents qui vont dans ce sens-là. Donc, s'il y a de nombreux documents, c'est parce qu'il y a il y a de vraies raisons pour réussir à essayer de trouver comment cadrer, comment raisonner l'usage de l'intelligence artificielle, parce qu'elle connaît une croissance exponentielle avec des impacts qui sont majeurs, qu'on va pouvoir le voir par la suite. On a déjà le numérique qui représente 4% des émissions de gaz à effet de serre et avec l'explosion que connaît l'IA aujourd'hui, on ne sait pas trop où cet impact sur les émissions de gaz à effet de serre pourra aller. Il y a aussi de nombreux enjeux sociaux critiques. Il y a les travailleurs du clic, ces personnes qui sont là pour pouvoir annoter, pour pouvoir éviter que des contenus sensibles puissent apparaître dans les réponses de l'IA. Il y a aussi une fracture numérique que l'IA est en train d'accroître. Il y a des biais algorithmiques que l'on connaît bien.
Donc voilà, donc il y a bien d'autres raisons, vous devez en connaître aussi beaucoup d'autres qui font qu'il faut réfléchir à la manière dont on peut travailler avec l'intelligence artificielle. Donc l'idée que l'on a au travers du manifeste, c'est d'orienter l'IA vers de vrais besoins, parce que l'IA est une vraie opportunité pour des sujets qui sont de plus en plus complexes dans le monde dans lequel nous vivons. Et c'est une vraie opportunité de pouvoir travailler sur ces sujets-là pour résoudre des défis. Comme je dis aujourd'hui, humainement, un modèle, par exemple, au niveau climatique, deviennent tellement complexes avec toutes les interactions qui peuvent exister que le faire uniquement, je dirais, par des cerveaux, ça devient quelque chose de complètement utopique. Et donc, l'IA est un vrai apport sur lequel il faut pouvoir travailler. Donc, voilà, le manifeste a donc été établi avec trois axes qui ont été identifiés pour un service d'IA. Le premier axe, c'est de travailler sur la réduction des impacts que peut avoir l'IA sur nos activités, l'impact de nos activités humaines sur toutes les limites planétaires, que ce soit le changement climatique, l'eau potable, etc. Et on va le voir par la suite quand on parlera du donut. Donc l'idée, c'est de réussir à tenir compte et à intégrer les limites planétaires dans les services d'intelligence artificielle. Mais aussi, on va axer, et là ça rejoint l'introduction d'Élodie, on va axer les services légitimes autour de ce qu'on appelle le plancher social, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles des personnes vulnérables ou en situation de précarité se retrouvent. Je parlais par exemple de la fracture numérique précédemment, mais il y en a bien d'autres, ne serait-ce que l'accès à l'eau potable, un revenu décent. On va avoir tout un ensemble de dimensions comme celle-là qui pourront être améliorées grâce à un usage soutenable de l'IA. Mais on a aussi un troisième axe qui fait partie du manifeste, c'est de pouvoir aider des chercheurs à trouver des solutions qui, justement, iraient dans le sens des deux premiers axes, le plafond écologique et le plancher social. Donc, de pouvoir les aider dans leur recherche, que ce soit pour faire de l'analyse de documentation, de l'analyse de données, qui permettrait de trouver des solutions sur les deux premiers axes. Donc, voilà, donc trois axes importants, le plafond écologique, le plancher social et la recherche. Les six conditions fondamentales que l'on reverra plus tard, mais que l'on aborde tout de suite pour un peu plus cadrer le sujet. Et vous avez commencé à le comprendre au travers des axes précédents. L'objectif, je sais pas, il y a quelqu'un qui a le micro, si tous les micros pouvaient être coupés, ça serait très bien, merci. Dans les six conditions, il y a la première qui apparaît dans le slide précédent, c'est que l'IA doit être au service de la vulnérabilité et non du confort. Avoir un chatbot, par exemple, qui va permettre de mieux acheter par rapport à un service d'IA qui permettra de découvrir des molécules pour améliorer la santé, il n'y a pas d'hésitation sur lequel des deux usages est celui qui fait partie du manifeste. Une condition fondamentale autre, la deuxième, c'est la minimisation de l'impact. Il faut réellement travailler le service d'IA pour qu'il minimise son impact aussi bien en phase de création du service qu'en phase d'utilisation. On est dans un cadre tel que celui-là, on est dans un objectif de créer un bien commun. Donc, à l'arrivée, avoir la liberté du code et des données, quelque part, ça rejoint aussi la notion de transparence. Comment est-ce que l'IA travaille pour éviter les biais? Quelles sont les données sur lesquelles ont été réalisés l'apprentissage? Donc, il y a un bien commun qui doit pouvoir sortir de ces services d'IA. La quatrième condition, c'est que la solution proposée doit permettre la pérennité des gains. On l'a vu, il y a le numérique, et on pourrait le voir plus en détail, le numérique a beaucoup de vulnérabilité et peut se retrouver en situation de rupture partielle. On le voit actuellement, on parle beaucoup
On parle beaucoup des GAFAM avec la possibilité de régulation qui ferait que l'on pourrait être coupé au niveau par exemple, de l'Europe. Donc, un point important, c'est qu'en cas de perte du service d'IA, ce qui pourrait arriver pour diverses raisons, les gains obtenus doivent continuer à perdurer. Donc, quelque part, l'IA n'est pas la solution, la solution, mais elle doit proposer des solutions. La cinquième condition, c'est que si l'IA a été utilisée, elle a été utilisée à bon escient et qu'il n'y a pas d'alternative avec un autre service d'IA ou un autre service numérique qui ne fait pas appel à de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas qu'il y ait une alternative qui soit avec moins d'impact, que ce soit des impacts sociaux. Je parlais des personnes qui font des annotations sur les contenus, mais aussi moins d'impact sur la consommation d'électricité, par exemple. Et la sixième condition, c'est que l'IA, si elle est introduite, elle ne doit pas apporter plus de nuisances que celles que l'on pourrait avoir classiquement. Et elle ne doit pas générer, parce qu'elle va apporter un bien d'un côté, elle ne doit pas générer de nuisances par autre part qui soient trop importantes. Donc voilà les 6 conditions, on y reviendra par la suite, on reverra un peu comment on peut on va les détailler. Donc, je propose maintenant de comprendre comment est-ce que le manifeste s'est positionné par rapport aux donuts, qu'est-ce que les donuts et quelles sont les dimensions que l'on va utiliser. Dans le donut de Kate Raworth, c'est un concept qui permet de définir un espace sûr et juste pour l'humanité. Il correspond à un plancher social dans lequel on va retrouver des accès à l'eau, à la nourriture, l'accès à la santé, de l'équité, de l'égalité, l'accès à l'énergie. Des emplois décents, etc. Donc il y a tout un ensemble de dimensions sur ce plancher social qui doivent permettre de définir des limites en dessous desquelles on ne doit pas descendre. Mais il est clair qu'à partir du moment où on va travailler sur certains de ces sujets, la nourriture, on va avoir aussi des impacts sur le plafond environnemental dans lequel on va retrouver le changement climatique, le changement d'occupation du sol. Si on fait de l'agriculture, il peut arriver que l'on change l'occupation du sol et que l'on modifie les cycles de l'azote et du phosphore. Donc on se retrouve comme cela avec ces limites planétaires qu'il ne faudrait pas dépasser et un plancher social sur lequel il y a des besoins fondamentaux qui doivent être garantis. Et au milieu de tout ça, il y a un espace sûr et juste dans lequel il faut réussir à se positionner. Et l'objectif du manifeste et de la certification, c'est d'amener justement des projets d'IA qui vont travailler pour diminuer les vulnérabilités ou éviter que les vulnérabilités apparaissent. Quelle est la situation aujourd'hui? Il y en a même une nouvelle limite qui a été dépassée, qui est l'acidification des océans. C'est que toutes les limites au niveau du plancher social sont dépassées sur l'humanité dans son ensemble. Et on va voir par la suite qu'il y a quand même des différences en fonction des origines. Toutes les limites sont dépassées au niveau du plancher social et on a aujourd'hui une 7e limite qui a été dépassée au niveau du plafond écologique. Donc, ce que l'on peut se dire d'emblée, c'est que l'IA, par rapport à tous ces sujets qui sont très complexes, parce qu'il y a d'énormes dépendances entre chacun d'entre eux, le changement climatique va influer sur la biodiversité, mais la biodiversité aussi influe sur le changement climatique, l'accès à l'alimentation va jouer sur la pollution chimique. Donc, on va avoir des interdépendances entre toutes ces dimensions qui sont tellement importantes que l'IA a un vrai apport à nous fournir pour pouvoir comprendre et identifier des solutions et les mettre en œuvre. Donc, on va utiliser justement ce donut comme étant une boussole. Et aussi, on peut très bien se le dire, c'est qu'il y a suffisamment de travail à faire dans
ces améliorations-là pour que les organisations dans leur ensemble trouvent leur compte dans des projets à intégrer. Donc l'objectif que l'on a au travers du manifeste et de la certification, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a une IA qui est utilisée avec de nombreux facteurs aggravants. Dans les facteurs aggravants, on voit les derniers, si on prend par exemple Grok avec la possibilité de demander et d'obtenir, de mettre à nu des personnes. On a les problèmes dont je vous parlais d'annotation, on a les problèmes d'accès à l'électricité et à l'eau, que l'IA est en train d'aggraver tout cela. Mais il y a aussi des vecteurs de transformation et d'amélioration. Mais dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, le curseur est vraiment du côté des facteurs aggravants, dans le sens où on utilise énormément l'IA pour soit du confort, soit améliorer la production, donc augmenter les services et les biens que l'on est capable de produire, alors qu'on est déjà dans un monde en surconsommation et qui dépasse allègrement toutes les limites. On parle souvent de ces vecteurs de transformation comme étant des éléments de justification, mais aujourd'hui, ils sont largement dépassés en termes d'impact positif par les impacts négatifs que l'IA génère. Donc aujourd'hui, l'IA telle qu'elle est lancée, l'IA est un facteur globalement aggravant de la situation du donut. L'idée avec la certification, c'est de se dire que l'on va travailler pour transformer les usages de l'IA vers des vecteurs de transformation positifs, sachant qu'il y aura toujours des facteurs aggravants. On ne peut pas déployer un service d'IA sans qu'il y ait de l'extraction de minerais qui se fasse, de l'électricité utilisée, de l'eau utilisée aussi pour fabriquer les composants. Donc on aura toujours un facteur aggravant. Mais l'objectif principal, c'est de se dire qu'on va inverser la tendance et basculer le curseur vers les vecteurs de transformation pour travailler sur la réduction de tous ces dépassements des limites, que ce soit sur le plafond écologique ou le plancher social. Et là, je vais maintenant revenir aussi sur un point qu'il faut bien prendre en compte et qui va permettre derrière de bien comprendre comment on va travailler au niveau de la certification. Vous avez là une étude relativement récente qui a été faite sur le donut en fonction de la richesse des pays. Donc, à gauche, le donut où il y a juste la partie pollution qui apparaît donc en dépassement de limite du plafond écologique, on voit que toutes les limites du plancher social sont complètement dépassées. Donc les 40% des pays les plus pauvres, eux, si on veut travailler, s'il y a un service d'IA qui voulait travailler sur, par exemple, la notion de changement climatique dans le cadre des pays pauvres, il va falloir une argumentation forte pour pouvoir le justifier. Parce qu'aujourd'hui, ces pays pauvres n'apportent pas ou un impact très très faible sur le changement climatique. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas impossible que ça apporte des points positifs de mettre en place un service IA, mais il va falloir le justifier. Alors que si on regarde sur les 20% des pays les plus riches qui sont à droite, là on voit tout de suite que le changement climatique est largement issu de ces pays-là et que parler d'utiliser un service d'IA sur le changement climatique dans ce cadre-là est un sujet qui très sûrement est justifié. Donc il faut avoir ces notions-là. L'idée qu'il y a derrière cette diapositive-là, c'est de pouvoir se dire que les situations ne sont pas toujours les mêmes, qu'il y a des publics cibles à bien identifier et à évaluer le service d'IA par rapport à ces publics cibles. Alors, quelle dimension a-t-on choisi et pourquoi les a-t-on choisis? On a choisi 7 dimensions. Et on verra qu'on a regroupé 2 ensemble, mais on a choisi 7 dimensions. 2 qui proviennent du plafond écologique, le changement climatique et l'eau douce.
Alors l'eau douce, on peut la retrouver aussi dans le cadre du plancher social. On a choisi de prendre celle qui est côté plafond écologique. Les deux fonctionnent quand même plus ou moins bien ensemble. Et c'est là où on retrouve ce que disait Elodie dans son introduction, c'est de pouvoir bien raccrocher le numérique responsable, parce que quand on parle d'un usage soutenable de l'IA, on va bien vers cette notion-là. On a donc choisi d'ajouter 5 dimensions qui sont sur le plancher social. La première, c'est l'accès à l'énergie. L'IA génère déjà des problèmes d'accès à l'électricité à proximité des data centers et on le retrouve notamment de manière importante aux États-Unis. Là, il y a la santé aussi qui a été choisie, puisqu'il y a à la fois la santé due aux problèmes du changement climatique, par exemple, les problèmes qu'on va avoir aussi avec la biodiversité qui va impacter aussi la santé, mais aussi la santé au sens mental. Je vous parlais des annotateurs, des personnes qui font les annotations tout à l'heure. La représentation politique, donc là, on voit aujourd'hui, le terme est à prendre au sens large, la représentation politique, c'est l'accès à l'information et la capacité de faire écouter sa voix. On voit aujourd'hui que l'IA a de nombreux biais et va impacter derrière les décisions que l'on peut prendre si on utilise l'IA sans discernement. Et ensuite, il y a tout ce qui va toucher à l'équité et l'égalité des sexes. Donc, on évite les biais algorithmiques. On fait en sorte de diminuer la fracture. On fait en sorte de diminuer la fracture numérique. Voilà, donc ça, ce sont les 7 dimensions. On a regroupé équité, égalité des sexes ensemble, parce qu'on a considéré que les deux, à partir du moment où on parlait d'équité, l'égalité des sexes viendrait assez naturellement. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ces 7 dimensions? Donc on le voit, c'est par rapport notamment, puisque là on parle bien d'intelligence artificielle, c'est l'importance de l'impact que peut avoir l'IA au sens impact négatif, mais aussi au sens impact positif. Il y a aussi un autre levier qui est important dans ces choix, c'est la capacité d'action. Il y a des dimensions sur lesquelles on n'a pas vraiment de possibilité d'agir. Là, si on met en place un service d'IA et que l'on veut parler de représentation politique pour éviter des dérives, c'est relativement facile à gérer. Si on parle de la pollution au phosphore ou au nitrate, c'est beaucoup plus compliqué à jouer et à travailler dans le cadre des impacts négatifs. Il y a cette capacité d'action qui était aussi importante, d'où le choix de ces 7 dimensions. Donc, si on reprend chacune d'entre elles, avec l'idée dans ces slides qui viennent, c'est de pouvoir regarder comment chacun, dans le cadre du manifeste, de manière rapide, bien évidemment, comment est-ce qu'on pourrait imaginer un service d'IA et à quoi faudrait-il penser. Donc, comme je disais, sur le changement climatique, le numérique, c'est déjà 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. L'IA est en train d'augmenter, on le voit, les data centers sont en train d'évoluer vers des capacités qui n'ont plus rien à voir avec celles que l'on avait l'habitude. Grosso modo, les ordres de grandeur, c'est une multiplication par 5 à peu près de ce qui est nécessaire à mettre en place dans un data center ou de sa consommation d'électricité, des usages en termes de matériaux. Donc là, il y a une augmentation qui est en train de se mettre en place de manière importante. On a des leviers. Pour revenir justement dans les choix dont je parlais tout à l'heure, on a des leviers. C'est de choisir le bon hébergeur, de choisir une bonne éco-conception, d'avoir travaillé réellement sur l'optimisation. Donc là, on a bien des leviers pour pouvoir travailler sur l'IA pour diminuer son impact sur le changement climatique. Et en termes d'opportunités, on se retrouve avec des opportunités comme les mécaniques, comme je disais, du changement climatique sont extrêmement complexes. Il y a par exemple au pôle Sud un glacier qui est en train de disparaître, de glisser vers la mer, mais dont on n'arrive pas du tout à comprendre la mécanique. Et donc là, il y a des mesures qui sont mises en place depuis quelques temps, et l'IA peut être un vrai apport
pour comprendre sa mécanique et pouvoir anticiper ce qui va pouvoir se passer. Voilà, donc l'idée, ça va être aussi de pouvoir mieux prévoir les changements qui vont arriver. Comme je vous disais, le climat est quelque chose d'extrêmement complexe que on ne peut plus imaginer, on ne peut pas imaginer un modèle qu'un cerveau humain serait capable de traiter. Au niveau de l'eau douce, en termes d'impact, les data centers, donc là, c'est une valeur moyenne. Hein, on est à 7,6 millions de litres par jour. La valeur en tant que telle, ce n'est pas elle qui est importante, c'est les ordres de grandeur. On parle de millions de litres d'eau par jour et par site. Alors, certains pourront dire qu'on on peut travailler en circuit fermé. Ce n'est pas toujours le cas. On ne travaille pas, les data centers ne travaillent pas toujours en circuit fermé et il y a beaucoup de data centers qui fonctionnent encore en utilisant les nappes phréatiques. Et on le voit actuellement, notamment encore aux États-Unis, puisque le développement de l'IA est très très fort de leur côté. Donc, le levier qu'il peut y avoir pour éviter les problèmes autour de l'eau douce, ça va être la localisation, les data centers, éviter des data centers dans des régions qui sont à risque hydrique, de travailler sur des technologies de refroidissement. Infomaniac, par exemple, hébergeur suisse, n'utilise pas d'eau pour faire son refroidissement, le fait uniquement à base d'air. Ils ont utilisé d'autres techniques à côté, mais ils travaillent qu'avec l'air. Et donc, dans les opportunités, l'idée, ça va être de justement mieux comprendre les phénomènes, pouvoir mieux gérer pour pouvoir mieux distribuer l'eau et avoir une meilleure gestion des vulnérabilités pour les personnes qui sont en risque ou déjà en situation de faiblesse. Autour de l'énergie. Le numérique aujourd'hui, c'est 10% de l'électricité mondiale. L'IA va faire exploser ce chiffre-là. Comme je vous l'ai expliqué, les data centers, quand un gros data center qui n'est pas dédié à l'IA, c'est grosso modo une consommation à l'heure qui peut tourner aux alentours de quelques centaines de millions de watts, donc quelques 100 mégawattheures. Pour une heure, bien sûr, une heure d'utilisation. On commence à parler de gigawattheures, voire de 5 gigawattheures pour les nouveaux data centers et les projets qui sont en cours de data centers pour fournir l'IA. Donc là, les leviers que l'on va pouvoir avoir, c'est de travailler sur l'efficacité énergétique des data centers, c'est des choses qui sont déjà quand même bien avancées. Mais bon, on a des data centers qui sont encore certains data centers qui sont très peu efficaces. Travailler avec des sources qui vont être des sources d'électricité renouvelables ou bas carbone. Là, dans les opportunités que l'on va avoir, ce sera de pouvoir comment faire pour mieux consommer, mieux distribuer, surtout mieux équilibrer entre la consommation et la production. Le blackout qu'il y a eu en Espagne l'an dernier n'a été qu'un problème en fait d'équilibre et une chaîne en cascade de problèmes qui ont entraîné ce blackout. Donc l'IA peut avoir aussi peut-être une opportunité pour travailler sur ces sujets-là. Autour de la santé, je vous en ai parlé, ces fameux travailleurs du clic, mais aussi les expositions aux écrans avec tous les problèmes à la fois que ça peut entraîner au niveau cognitif, mais aussi au niveau physique. Il y a de plus en plus on utilise de plus en plus les écrans. L'IA va permettre en plus d'améliorer, mais entre guillemets, l'efficacité des algorithmes. Donc, il y a un vrai impact sur lequel il faut travailler. Et là, on va pouvoir travailler au niveau des leviers. Ça sera, par exemple, éviter la notation humaine traumatisante ou rendre efficace, mais de manière pertinente, les informations que l'on peut avoir pour diminuer nos temps d'écran. Et donc, une opportunité au niveau de la santé, ça serait améliorer l'accès aux soins ou produire de nouveaux médicaments par la recherche sur les molécules.
Dans la représentation politique, l'impact que l'on va avoir, ça va être de la désinformation. On a de plus en plus de fake news, comme on peut le voir au quotidien. Il y a les manipulations algorithmiques qui sont quand même des impacts très forts aussi. Et dans les leviers, et là on rejoint une des conditions dont je parlais précédemment, c'est d'avoir la transparence de ce qui est fait et de pouvoir lutter contre les fausses informations. Et l'opportunité, on voit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de clivages qui sont dus au numérique. Et il y en aura de plus en plus qui seront dus à l'intelligence artificielle par toute la désinformation qu'elle est capable de produire. Donc, une opportunité, ce serait de voir comment on peut renforcer la participation démocratique, toujours pareil, au sens large du terme. Comment est-ce qu'on fait pour éviter, pour pouvoir mieux détecter les fake news, pour pouvoir mieux combattre les manipulations. Donc, l'IA, là aussi, même si elle est génératrice de problèmes, et aussi peut être génératrice d'opportunités. Et dans l'équité et l'égalité, comme je disais, voilà, on a regroupé dans un seul thème les deux domaines du donut. On va retrouver la notion, les problèmes de fracture numérique. Les gens qui sont en difficulté face au numérique, et ce n'est pas que les générations des personnes âgées, on le retrouve aussi beaucoup chez les jeunes, par exemple, qui sont en difficulté avec tout ce qui est administratif numérique. Et les biais algorithmiques que l'on va aussi retrouver, que l'on avait aussi précédemment. Donc là, les leviers que l'on va pouvoir retrouver, c'est d'améliorer l'accessibilité des services et de pouvoir corriger des biais. Voilà. Et donc, dans les opportunités, on comprend tout de suite que l'IA peut avoir et doit pouvoir travailler sur cette réduction de toutes les inégalités d'accès. Alors, d'accès aux services au sens large du terme, pas que d'accès au numérique. Elles doivent permettre de pouvoir avoir un meilleur accès à la vie sociale. Alors, dans les impacts, une fois que l'on a vu tout ça, vous commencez à comprendre que l'on va, dans le cadre de la certification, on va parler de 3 types d'impacts. Le premier impact, c'est l'impact direct de la création du service. Quand on crée un service d'IA, il y a un impact très fort, aussi bien dans la fabrication du matériel en amont qui est nécessaire que dans l'apprentissage de l'IA. Alors, ce n'est pas vrai pour toutes les IA, bien évidemment. Et là, quand on parle d'apprentissage, il y a des apprentissages qui vont être différents en fonction des types d'IA. Donc là, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Il va y aussi y avoir les impacts de la solution déployée quand on va mettre en place la solution par elle-même a des impacts négatifs qu'il faut intégrer. Et aussi, on aura, et on l'a vu au travers des exemples précédents, il y a des opportunités. Donc, dans le cadre de l'évaluation, comme on va le voir par la suite, ces 3 axes-là de réflexion, impact direct, impact indirect et opportunité, seront à intégrer dans la manière dont on va faire l'évaluation. Alors Stéphane, avant qu'on enchaîne sur cette 3e partie, on a eu 2 demandes de précision lorsque tu as parlé de l'eau douce. Tu as pu donner des chiffres. Du coup, on avait une question de Sylvie sur le fait de savoir si c'est une moyenne mondiale ou européenne, le chiffre que tu as pu présenter. Donc c'est mondial. D'accord. C'est au niveau mondial. Et si à un moment donné, voilà, on pouvait se noter, Stéphane, de donner les sources de cette donnée-là. Où est-ce qu'elle a été trouvée? Voilà. Oui. Et ensuite, on a une question de Jean-Marie aussi qui disait, pour l'eau douce de refroidissement, est-ce qu'elle est perdue ou réutilisable après, par exemple, l'eau sanitaire? Alors, là-dedans, il y a deux choses qui vont intervenir. Certains data centers vont tourner en autonomie. Donc, il va falloir les alimenter avec l'eau qui est nécessaire. Et ensuite, il y aura très peu d'eau à remettre parce qu'il y a toujours des déperditions. Donc, certains vont pouvoir rester en autonomie. D'autres vont travailler c'est ce qu'on appelle la récupération de la chaleur fatale des data centers. On peut utiliser l'eau pour alimenter un système de chauffage.
Donc cette eau-là va être utilisée et elle ne sera pas réutilisée par d'autres. Elle vient, par exemple, pour le chauffage de bâtiments publics, on peut très bien coupler le système de refroidissement du data center, donc qui génère de l'eau chaude, puisque c'est elle qui va récupérer la chaleur des serveurs, et on va pouvoir donc alimenter comme ça le service de chauffage de service public. Le souci qu'il y a là-dedans, c'est qu'on ne chauffe qu'en hiver. En été, cette eau-là, il va falloir la refroidir. Donc, il y a d'autres phénomènes qui interviennent. Là, on va rentrer dans des problèmes de climatisation qu'il va falloir mettre en place. Mais il y a d'autres data centers qui, eux, ne travaillent pas sous cette forme-là parce qu'il n'y a pas de service public à côté ou de foyer à réchauffer. Et l'eau est récupérée et elle va être tirées de nappes phréatiques pour être renvoyées dans la nature. Mais pendant ce temps-là, les nappes phréatiques se vident et aux États-Unis, il y a des exemples récents de nappes phréatiques qui ont été totalement utilisées et qui ont privé des foyers américains d'eau où ils n'ont plus, ils ont des coupures d'eau. On en a aussi à Taïwan. Là, on n'est plus dans les data centers, mais on est dans la fabrication des semi-conducteurs, ce qui se fait principalement à Taïwan. Taïwan a vécu des sécheresses qui ont été gérées par Taïwan en privilégiant d'abord la production des semi-conducteurs par rapport à l'agriculture et les foyers. Et pendant des mois, les foyers avaient 2 jours de coupure d'eau par semaine. Donc voilà où ça peut entraîner. Je parlais de data center, mais il y a beaucoup d'autres autour de l'eau douce. L'eau douce intervient de manière très forte pratiquement à tous les stades de la fabrication du numérique. Merci Stéphane pour tes réponses. On va pouvoir avancer sur la partie suivante, donc les conditions pour le projet. Voilà, par rapport à nos services IA, tous autour de la table. Si on se pose des questions sur les conditions maintenant, voilà, Stéphane va rentrer dans le sujet. Voilà, donc je disais tout à l'heure, la première condition, c'est au service de la vulnérabilité. L'objectif d'un service d'IA, c'est pour être positif, parce que l'idée, et on le voit aujourd'hui, l'IA est fortement axée sur le confort. Il faut bien se dire qu'il y a 3-4 ans, on n'avait quasiment aucun service d'IA générative, qui est quand même celle qui crée le plus de problèmes actuellement. Et on était tout à fait capable de s'en passer tout en surproduisant de manière importante. Donc là, le principe qu'il y a autour de cette condition, c'est vraiment que l'IA doit répondre à une situation de vulnérabilité. Un problème d'accès à l'eau, problème de santé. Aujourd'hui, il y a des maladies sur lesquelles on a des difficultés à avoir des médicaments, des difficultés à traiter. L'IA est tout à fait en capacité d'analyser de manière très rapide des millions, des milliards de configurations de molécules pour réussir à comprendre leur impact et à apporter des solutions. Donc, aider des chercheurs à identifier donc des nouvelles molécules qui permettront de créer des médicaments. Mais elle peut aussi intervenir sur des signaux faibles au niveau de la santé que l'on ne peut pas découvrir en analysant de très nombreuses données pour pouvoir, par exemple, identifier des débuts de pandémie. Donc, dans ce cadre-là, au service de la vulnérabilité, la manière dont on va évaluer, c'est qu'il faut être en capacité d'identifier de manière précise quelles sont les populations qui vont être vulnérables et comment elles sont concernées. De pouvoir, bien évidemment, une fois qu'on a cette population cible, ou la population ou la cible telle qu'on l'imagine, c'est de travailler sur quel est l'impact positif qui va être attendu. Si, par exemple, on dit il y a pour telle maladie, il y a 10% de la population mondiale qui est sujette à l'avoir et on est capable d'identifier un médicament qui pourra permettre à 5% à 5% de la population, donc la moitié de ces 10%, à ne pas être sujette à cette maladie. Voilà, on quantifie l'impact positif.
Et on va derrière, il va falloir justifier quelle est la priorité donnée à ces populations, comment, pourquoi et comment on fait pour que ces populations puissent y avoir droit et que ce soit celles qui soient réellement vulnérables qui aient droit à la solution. Du dévoiement de solutions qui étaient prévues pour gérer des vulnérabilités pour finir dans du confort, on en a de manière très régulière. Voilà, l'exemple que je vous donnais plus ou moins tout à l'heure, un exemple auquel il faut réfléchir, c'est un IA qui soit capable de détecter des maladies rares de manière précoce pour pouvoir mieux les traiter, versus un assistant pour faire son shopping et qui soit le mieux personnalisé possible. La minimisation de l'impact. Le principe, donc, c'est bien de se dire qu'il faut concevoir concevoir le service avec un objectif de minimiser à toutes les étapes son empreinte. Alors que ça puisse être l'empreinte sur le changement climatique, que ça puisse être l'empreinte sur l'utilisation de l'eau, que ça puisse être l'empreinte sur la santé. Donc à tous les niveaux, il faut être capable de minimiser cet impact. Donc de manière relativement simple, comment est-ce qu'on va évaluer cette minimisation de l'impact? C'est qu'il y a une démarche d'éco-conception qui a été documentée avec des référentiels comme celui de Green IT, comme une certification, par exemple, avec un label numérique responsable. Des mesures concrètes. Il y a des évaluations qui ont été faites de la consommation énergétique, de la quantité de stockage, de l'utilisation des ressources et des justifications aussi des techniques qui ont été employées. Donc le résultat qui est attendu autour de cette condition, c'est d'avoir une évaluation de la réduction qui aurait été faite par rapport à des approches standards. Si vous n'aviez pas fait la démarche d'éco-conception, il y aurait l'architecture aurait été 2 fois plus importante que ce qu'elle a été in fine. Voilà, ce sont ces éléments-là qui seront attendus dans le cadre de l'évaluation pour cette minimisation de l'impact. Au niveau de la liberté du code, comme je disais tout à l'heure, l'objectif, c'est que l'IA puisse travailler pour le bien commun. Et on verra les conditions, je préfère le dire tout de suite maintenant, en général, cette condition-là, elle peut être parfois gênante. Il y a une pondération qui est mise en place et toutes les conditions, même si on les considère fondamentales, ne sont pas obligatoires pour avoir la certification. Et on verra par la suite comment ça va se passer. Mais l'idée là-dedans, c'est que le service, il doit être libre dans son ensemble, à la fois le code et les données. Si on réussit à créer un service d'IA qui permet de travailler avec un pays et donner de bons résultats, ben est-ce que notre pays qui serait dans des conditions similaires pourra utiliser le service pour réussir à apporter aussi de son côté des améliorations. Donc là, en termes d'évaluation, donc ce sont des licences libres qui vont être associées au code et aux données, avoir une documentation qui soit complète, comment le code a été conçu, pourquoi est-ce qu'il a été réalisé de telle manière, quelles sont les données, comment elles ont été collectées, comment elles ont été utilisées, donc avec des données qui soient accessibles. Et si on va jusqu'au bout, qu'il n'y ait pas de brevet sur les résultats tangibles qui auront été réalisés. Si l'IA est utilisée pour trouver une molécule qui permet de faire un médicament pour une maladie, s'il y a un brevet qui est mis sur cette molécule, le service d'IA n'a plus aucun sens vis-à-vis du bien commun. Et les bénéfices, voilà, c'est d'être capable de pouvoir répliquer les solutions partout où là le service serait pertinent. Pérennité de la solution, mais surtout pérennité des résultats. Voilà, même si le service s'arrête, alors je ne sais pas si certaines personnes dans l'auditoire ont participé la semaine dernière au webinaire que j'ai fait autour de la robustesse des organisations avec l'impact numérique dessus. Si certaines personnes ont participé, ont pu voir qu'il y avait de nombreuses raisons pour qu'on puisse avoir des services qui s'arrêtent. Donc, si un service s'arrête, est-ce que le gain obtenu perdure?
Si, par exemple, si on met en place un service d'IA pour faire de l'amélioration de la distribution de l'électricité, que se passera-t-il si le service vient à être interrompu 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, un mois? Il y a des possibilités qui peuvent aller très loin. Que se passerait-il sur la distribution d'électricité et les personnes qui étaient en vulnérabilité sur l'accès à l'électricité? Est-ce qu'elles vont continuer à avoir les gains derrière? Donc là, c'est un des points importants. La solution doit même si le service d'IA vient à disparaître, là, les gains doivent perdurer. Donc, qu'est-ce qui va être attendu dans l'évaluation? C'est de voir quels sont les mécanismes de pérennisation qui peuvent être mis en place. S'il y a des plans de transition, en cas d'arrêt, est-ce qu'il y a un plan de transition qui permet de passer d'une solution la plus efficace possible vers une solution qui pourrait être dégradée, mais qui permettrait d'éviter la perte la perte des gains, ou carrément de montrer qu'il y a une absence totale de régression qui a été prévue dans le service proposé au niveau de la solution. Voilà, donc c'est dans les exemples, mais on peut en imaginer beaucoup d'autres. L'IA trouve la solution. Je parlais tout à l'heure par exemple, des molécules pour les médicaments. Une fois trouvées, il n'y a plus besoin de l'IA. Les molécules existent. On peut continuer à produire les molécules sans que l'IA, même si l'IA vient à disparaître. Mais on peut être aussi dans des cas où l'IA est la solution. Donc, il va falloir réfléchir à des plans de continuité qui seront à mettre en place pour éviter que si l'IA disparaît, le service, les gains soient perdus. L'inexistence, donc la condition sur l'inexistence d'une alternative, voilà. L'utilisation de l'IA, elle doit se faire, mais à condition qu'il n'existe pas d'autres solutions qui soient moins impactantes et qu'elles soient numériques ou non. Donc, dans l'évaluation, ce qu'il va falloir montrer, c'est que l'IA a été utilisée de manière pertinente. Donc, qu'il y a bien eu qu'il y a eu la réflexion autour d'alternatives qui ne seraient pas autour de l'IA, qu'il y a eu des réflexions autour d'alternatives qui ne seraient pas numériques. S'il y a une IA particulière qui a été utilisée, c'est de vérifier qu'il y a bien une comparaison avec d'autres types d'IA qui pourraient être plus spécifiques. Voilà, donc d'avoir quelque part une justification de ce choix qui aura été fait et d'avoir un bilan à la fin qui apparaisse sous la forme d'impact par rapport aux bénéfices. Et quelque part, la question à laquelle il faut répondre, c'est pourquoi cette IA est la meilleure solution qui a été choisie dans le cadre de ce service. Et la dernière condition autour de ne pas nuire. Voilà, donc l'IA, on peut très bien imaginer une IA qui va permettre d'avoir des bénéfices, voire des bénéfices importants, mais il ne faut pas que, à partir du moment où elle est mise en place, ou qu'il y ait des impacts négatifs qui soient tels que finalement on soit légitimement, on puisse se poser la question sur le fait de dénaturer, que les impacts positifs soient dénaturés. Donc, dans les évaluations, il va y avoir des réflexions autour des impacts environnementaux, des impacts sociaux. Donc, il n'y ait pas que la réflexion autour des bénéfices qui aient été réalisés, mais qu'il y ait tous les autres impacts qui puissent avoir été évalués, et avoir donc une analyse qui se fasse pour s'assurer comment on maîtrise tout cela et comment on surveille qu'il n'y a pas de dérive derrière. Ce qui est important à voir, c'est que le numérique en tant que tel aura toujours un impact. Le seul numérique qui n'a pas d'impact, c'est celui qu'on ne produit pas. Mais ce qu'il faut, c'est que l'impact qui aura été généré soit limité le plus possible et qu'il soit limité aussi bien sur l'environnement que sur le côté social ou économique. Ne pas créer au niveau économique, par exemple, ne pas créer un système d'IA qui soit en train de générer une concentration géopolitique importante par le principe même dans lequel le service serait créé. Il y a beaucoup d'autres exemples auxquels on pourrait réfléchir. Donc voilà les 6 conditions telles qu'elles ont. Alors, je ne sais pas, Élodie, s'il y a des questions, mais voilà, les 6 conditions que l'on intègre dans le manifeste et donc dans la certification. Oui, tout à fait. Merci Stéphane. Alors, on a des questions qui se posent, mais finalement, qui peuvent être assez générales. Peut-être il y a une des conditions qui
qui a été questionné, notamment par Marie, qui dit que la plupart des services développés ne sont probablement pas liés à une condition de vulnérabilité et qui demandait s'il y avait d'autres axes développés dans le webinaire et qui pouvaient argumenter en disant comment travailler avec la chaîne de valeur pour réduire l'impact de cette montée inévitable de l'énergie consommée par l'IA, par exemple. Quelle solution, projet développé avec les constructeurs de matériel informatique, les hébergeurs, les fournisseurs d'énergie, par exemple? Alors déjà, la question est très intéressante parce qu'elle va apporter une précision qui est importante vis-à-vis de la certification que l'on n'a pas abordée jusqu'à maintenant. La certification, c'est une certification de projet, ce n'est pas une certification d'entreprise. On sait très bien que l'IA n'est pas utilisée, qu'il y a beaucoup de services IA qui sont en dehors de qui ne sont pas réfléchis en dehors, enfin, dans ces conditions, qui ne sont pas réfléchis dans l'optique du donut. Donc ça, on le sait très bien. Et l'idée qu'il y a dans la certification, c'est qu'une organisation puisse identifier un projet ou un ou plusieurs projets qui puissent y répondre, mais qui puissent y répondre de manière alors, soit directe, soit de manière indirecte. Rappelez-vous, quand j'ai parlé de l'axe légitime autour des chercheurs, une IA qui permettrait à une entreprise, par exemple à une ONG, une IA qui permettrait de libérer du temps, de les aider à pouvoir mieux rendre leurs services et à accroître leur impact, cette IA-là, elle serait à voir dans le cadre dans cet axe légitime de chercheurs. Donc c'est important, ce qui est important à voir, c'est que cette certification, elle est bien axée sur des services qui vont rentrer dans le cadre dont on est en train de parler, mais ce n'est pas une certification d'entreprise, c'est un projet parmi tant d'autres pour justement montrer qu'on peut amener l'IA à avoir des impacts positifs. Je ne sais pas si Merci ça répond Stéphane. à la question. Eh ben, je Voilà. Ouais. continue de noter les Ouais, questions ouais. qui D'accord. viennent, qui sont très générales aussi sur oui, Mm, la façon de faire rentrer des collègues de travail mm, ou des individus tout mm, bonnement mm. dans les mêmes logiques. Mais je pense que quand tu vas aborder la suite du webinaire avec les domaines et puis tout ce qui est pondération, ça va aussi répondre à des questions D'accord. Eh bien, on va pouvoir donc continuer sur les justement. domaines. Voilà, les domaines donc d'évaluation. Donc, on l'a vu dans la structure de l'évaluation, on a vu précédemment il y avait en fait les trois axes qui étaient importants. Et donc, pour chaque dimension que l'on a imaginée, alors pour chaque dimension, je vais pondérer un peu, qui est concernée qui est concerné enfin, pour lequel le service d'IA est concerné. Si un service d'IA ne fait à aucun moment, ne traite ni en opportunité de la santé et n'a aucune raison d'apporter des impacts négatifs parce que c'est fait sur des données sans aucune annotation, on ne se pose pas de questions. La dimension santé ne serait pas à évaluer dans ce cas-là. Mais pour chaque dimension qui est concernée, donc, on va aller avoir une évaluation à faire donc, sur les effets négatifs de la création du service d'IA. On aura les effets négatifs de la solution déployée et les bénéfices ensuite apportés. Donc, ces trois axes sont ceux que l'on va retrouver pour chacune des dimensions sur lesquelles le service d'IA est concerné. À chaque fois, pour les impacts négatifs, le principe que l'on va avoir, et donc là, une chose importante, c'est que je pense que vous commencez à bien le voir dans la présentation, on va comparer des choux, des navets et des carottes. Donc, en plus, dans tout ce que l'on va être amené à comparer, il y a les évaluations numériques sont parfois très compliquées. Donc, nous avons fait un choix de faire un guide d'évaluation que l'on va voir par la suite, qui est un guide basé sur des évaluations qualitatives et non pas quantitatives. Le quantitatif peut se faire, mais uniquement dans certaines conditions, si vraiment tous les éléments sont disponibles. Donc ça, c'est un premier point qui est important. On travaille sur du qualitatif et on verra comment on le fait, mais pas du
quantitatif. Et donc, pour les impacts négatifs, on a défini des critères que l'on a répartis sur quatre niveaux. Donc, on a un premier niveau qui est le niveau faible, qui, lui, donc entre parenthèses, vous avez le poids qui est associé à ce niveau-là. Donc, un niveau faible n'a pas de poids, en termes d'impact négatif. Donc là, on est sur des impacts qui vont être minimes et qui sont très facilement maîtrisés. On va avoir un niveau 2 qui va être un niveau 2 d'impact modéré qui, lui, a un poids négatif, donc un poids de -2. Donc là, on a une gravité qui est identifiée, mais elle a des compétences qui sont limitées et que l'on peut gérer. On verra je passerai des exemples par la suite pour pouvoir illustrer ces propos. On va avoir un niveau 3 qui lui est majeur. Là, on commence à rentrer dans des impacts qui sont forts, donc avec un poids de -5. Là, on est vraiment sur une gravité qui est importante. Il n'y a pas obligatoirement un danger immédiat sur la santé ou des droits fondamentaux, mais on a là-dedans quand même quelque chose qu'il faut vraiment réussir à maîtriser et sur lequel il faut apporter des preuves importantes que derrière il y a une surveillance, une maîtrise qui évite des dérives. Et le dernier, c'est un niveau critique. Là, on dépasse tous les impacts imaginables sont dépassés. C'est des impacts qui sont irréversibles. Ça touche à tous les droits fondamentaux. Là, de manière claire, quels que soient les bénéfices qui vont être apportés par le service d'IA, s'il y a un impact qui est évalué comme étant critique sur une des dimensions, à partir de là, il y a une non-conformité immédiate. Donc, on arrête à ce moment-là l'évaluation si on tombe dans ce niveau-là d'impact. Et pour les opportunités, on va voir 4 niveaux. Donc, eux, par contre, avec des poids qui vont être positifs. Le niveau 1, on a des gains qui sont très limités. Ou alors on est vraiment axé sur le confort. Quand je vous parlais tout à l'heure de 10% de la population au niveau santé qui pourrait être la cible d'une solution d'un service d'IA, et si vous dites que sur ces 10%, il n'y a que 0,1% qui vont être, ou 1% de ces 10% qui vont être touchés par le service d'IA, on est sur quelque chose qui est vraiment mineur. Pareil, on verra, on a donné tous les éléments pour pouvoir faire ces évaluations-là. Ensuite, on a un niveau 2 qui est modéré, donc qui lui a un poids de 5. Là, on commence à avoir des gains modérés, mais qui commencent à être intéressants et significatifs pour la cible. Le niveau 3 majeur, là, on est sur un poids de 10, les gains importants deviennent importants. Et quand on est dans la transformation, là, on passe à ce moment-là, on passe sur le niveau 4 avec un poids de 20 et on a des gains majeurs qui sont des gains majeurs et vraiment structurels. Donc vous comprenez que pour chacune des dimensions qui va être concernée, on va faire la somme des impacts négatifs et la somme des impacts positifs et on verra à la fin comment est-ce que l'on fait pour attribuer la certification. Alors, je vais vous proposer maintenant de regarder 2 fiches, justement par rapport à ce que je viens de vous dire. Hop. Si ça veut bien venir là. Parcourir Justement, 2 ça tombe fiches. bien, Stéphane, puisqu'on Ouais. a des demandes d'exemples concrets pour chaque niveau d'impact pour l'échelle d'évaluation. Voilà. Et voilà. Donc, alors pour chacune des dimensions, on a donc il y a un guide complet qui permet d'accompagner l'évaluation dans son ensemble. Et pour chacune des dimensions que l'on a choisies, on a un document. Alors, je vais le passer très rapidement d'abord et ensuite je passerai plus en détail. On va se retrouver avec un cadre d'évaluation qui permet de comprendre comment on intègre, quel est le contexte de l'évaluation dans le cadre de cette dimension. Ensuite, on va voir les échelles d'impact donc négatifs. On va avoir donc comme je vous disais, on parle de critères qualitatifs. Donc, on va retrouver à chaque fois les impacts critiques, les impacts majeurs. Donc, ça, on va l'avoir à chaque fois. Pour les solutions déployées, on va avoir l'impact critique, impact majeur, etc.
Et ensuite, on va voir les opportunités avec qu'est-ce que c'est qu'une opportunité transformative, qu'est-ce que c'est qu'une opportunité majeure, etc. Il y aura on va donner un chapitre sur la méthode de collecte et d'analyse des données. Donc avec dedans les données pour l'apprentissage, etc. On va le passer, on regardera aussi ces points-là. Donc on va avoir ça permet de comprendre comment on le fait, comment on intègre tout cela dans l'évaluation globale avec, il y a des facteurs limitants, les documentations qui sont attendues, on y reviendra aussi, et cette relativisation contextuelle des impacts. Donc pour bien comprendre comment on va pondérer les impacts négatifs et les impacts positifs. Donc voilà comment se présente chacun des guides que l'on a fait pour chacune des dimensions. Et donc, si on reprend les impacts négatifs, le service d'IA, donc là on est sur les impacts numériques directs, la création du service d'IA, ce que l'on considère comme étant un impact critique, les critères qualitatifs, là, on est sur de l'entraînement de modèles de très grande taille. Donc là, les très grandes tailles, on parle de milliards de paramètres qui va être fait sans aucune optimisation. Donc l'idée, ce sera de dire finalement notre projet n'est pas là-dedans parce que l'on a optimisé, on a utilisé ces techniques-là d'optimisation. Le modèle a été limité, il ne fait pas 150 milliards de paramètres, mais on a réussi, on l'a réduit à 7 milliards de paramètres. Voilà, ce seront ces types-là d'informations qu'il faudra apporter pour pouvoir s'évaluer dans ces impacts, donc, dans ces critères qualitatifs, dans cet entraînement. De l'hébergement dans des centres de données qui sont à forte intensité carbone. Hein, on est bien là dans la fiche sur le changement climatique, hein, bien évidemment. Hein. Donc là, il y a eu des choix qui ont été faits ou pas. S'il n'y a pas de choix qui a été fait, que l'on est sur un hébergement qui n'est pas sur du renouvelable, qui n'est pas optimisé dans sa consommation d'électricité, mais on se retrouvera dans ce niveau-là. Il y a eu donc une absence d'optimisation énergétique globale qui n'a pas aucune optimisation qui aura été faite, que ce soit dans les entraînements ou l'hébergement. Donc après, s'il y a une chaîne d'approvisionnement, donc il y a une forte empreinte carbone, donc ça, en général, ça viendra du fait que on utilise des matériels qui ne sont pas optimisés, que à l'arrivée, on le voit par exemple, là l'exemple n'est pas dans un data center, mais on sait que nos smartphones font plusieurs fois le tour du monde avant d'arriver dans notre poche. Voilà, et d'avoir, par exemple, de sortir des standards habituels. Donc voilà, des impacts critiques, on va être sur ce niveau-là de réflexion. Donc vous voyez apparaître le fait que quelque part, soit vous avez des éléments quantitatifs que vous pouvez évaluer et là qui permettront de vous positionner par rapport à des standards et par rapport entre l'impact positif et l'impact négatif. Mais si vous n'êtes sur du qualitatif, pour pouvoir vous positionner, vous allez plutôt être en creux. Vous allez dire, nous avons travaillé, nous ne sommes pas sur le niveau critique parce que nous avons travaillé sur nous avons limité la taille des modèles, on a bien choisi notre hébergement, nous avons travaillé sur de l'optimisation des modèles. Et donc, vous allez petit à petit comme ça regarder si vous êtes dans le niveau critique ou le niveau majeur. Et le niveau majeur, ben, on est en dessous, on est dans des critères qualitatifs, on est sur des modèles de taille importante. Donc, si on n'est plus sur 150 milliards de paramètres, mais on va plus, et ni 5 milliards, mais on va être peut-être sur 27 ou plus. Donc, l'optimisation a été faite, mais n'a pas été poussée pour peut-être pour X raisons. Hein. Le mix énergétique moyen au niveau de l'hébergement, on est dans des pays qui n'est pas en France et qui n'est pas obligatoirement dans les plus vertueux, mais pas dans les plus mauvais. Voilà. Donc, on a comme ça un certain nombre de critères qui vont apparaître et que l'on va, alors je ne vais pas tous les passer parce que sinon on va y passer très longtemps, mais sur chacune des dimensions et pour chacun donc des types d'impact, je vais en refaire un autre pour montrer au niveau des opportunités comment on l'évalue. On a ces descriptions-là. Donc voilà les impacts négatifs, solutions déployées.
Voilà, donc j'en passe qu'un seul. Mais bon, il y a des seuils indicatifs, mais les seuils indicatifs, il faut vraiment les prendre comme indication, hein. Il faut il faut même les rendre, les pondérer par rapport aux opportunités. Si l'opportunité permet de gagner 1 million de tonnes de CO2, c'est pas l'impact critique de la solution déployée ne sera pas à 10 millions de tonnes. C'est pas obligatoirement gênant puisqu'on va avoir un gain très nettement supérieur. Donc là, on va se retrouver avec certains éléments, donc pensez sur les solutions déployées. Si vous utilisez un service d'IA qui permet de faire de l'amélioration, il peut très certainement y avoir des effets rebonds, c'est-à-dire que la solution soit plus utilisée parce qu'elle permet justement de faire des gains. Chacun va avoir des éléments qualitatifs qui sont présentés et si on va regarder donc chacun des impacts négatifs, et maintenant si on passe aux opportunités, euh, si on regarde au niveau des gaz à effet de serre, par exemple, un seuil indicatif, un service d'IA va permettre d'améliorer la distribution des colis par le groupe La Poste. Grâce à une optimisation des parcours voilà. Il peut y avoir bien d'autres raisons que vous pourriez imaginer. Ben, si vous avez la solution que vous proposez permet d'avoir un niveau très fort de réduction. Pourquoi pas là, on peut partir sur 50%. Donc à partir de là, c'est vraiment sur une opportunité qui est transformative. Là, il y a un vrai changement qui apparaît. Et donc là, on est sur des réductions qui sont massives. On peut appliquer, si on le fait, le groupe La Poste, si le projet était sur l'amélioration à Paris, il est clair que ce projet-là pourrait être fait à Lyon, à Toulouse, à Montpellier, à Lille, à Nantes. Voilà, il pourrait être reproduit ailleurs. Donc, on a ces critères qualitatifs qui permettent de définir cette opportunité transformative. La majeure, on va plutôt être dans du 30 à 50% de réduction. Donc, on est dans des réductions importantes. Donc, les seuils indicatifs, pareil, c'est une certification donc, qui va se faire sur les documents. Donc, s'il y a des arguments qui permettent de dire qu'on peut considérer quelque chose comme état majeur, parce que peut-être sur le marché, il n'y a personne qui est capable de faire ça, on n'est pas à 30 ou 50%, mais on serait à 20% alors que le marché est à 5%, on est vraiment sur quelque chose qui devient majeur. Donc, il y a bien évidemment une pondération à faire par rapport à l'ensemble des critères que l'on donne ici. Donc, voilà, donc on va se retrouver avec ces critères-là qui permettent de faire la qualification des impacts et des opportunités. Donc derrière, vous avez des explications, voilà, que mesurer, comment le mesurer, qu'est-ce qu'il faut mesurer à chacune des étapes, à la conception, à l'apprentissage, à l'utilisation. On propose même des méthodes simplifiées, comment on peut faire ça en donnant des exemples. Par exemple, il y a une base Boavista qui permet de pouvoir faire des évaluations rapides sur des serveurs. Et on peut même aller plus loin. Voilà, on vous donne comme ça tout un ensemble d'éléments qui permettent de faire les évaluations. Pareil, sur le côté opportunité, on vous propose des éléments pour le faire. Et voilà, puis après, je vous l'ai dit au fur et à mesure, il y a comment on intègre cela, les documentations aussi qui vont être requises. Donc là, sur les documentations, il y a je vais en parler tout de suite. On a défini quelque part une hiérarchie dans les documents qui vont permettre d'amener des preuves qui vont permettre d'amener des preuves au niveau de l'argumentaire. Donc, on a défini des sources fiables. Par exemple, si vous faites un projet qui a pour objectif d'améliorer l'accès à l'électricité dans certaines conditions ou d'améliorer la distribution pour limiter, par exemple, les pertes ou limiter les pertes d'eau, etc., il va falloir avoir des sources qui permettent d'expliquer pourquoi vous êtes lancé dans ce projet et qu'est-ce qui a permis d'établir la base de départ, le fait que le projet soit en capacité d'améliorer. Et là, on a défini une hiérarchie des
des origines, des documents qui vont être utilisés pour cela. Donc, en premier, il va y avoir la recherche académique, dans lequel on va retrouver des journaux comme Nature, Science, Sustainability, etc., qui sont des journaux qui ont des articles, qui présentent des articles scientifiques, des thèses, des rapports d'études. Après, il va y avoir les audits et reporting. Là, vous avez une solution, vous avez fait un bilan carbone, vous avez fait une analyse complète du cycle de vie, il y a des audits énergétiques, des audits de biais, il y a des audits, des bilans carbone d'un secteur qui ont été faits et vous allez travailler sur l'amélioration de ce bilan carbone. Donc tout cela, ça va provenir d'organismes comme le Bureau Veritas, Carbone 4, Veritas, l'ADEME. Voilà, donc on est sur ces types d'exemples, etc., etc. Je ne vais pas tous les passer en revue. De toute manière, à partir du moment où vous voulez aller vers la certification, au moins démarrer pour savoir si c'est possible, vous avez accès à tous ces documents. Voilà, donc il y a une hiérarchie qui est donnée. Et derrière, pour chacune des dimensions, on a donné un certain nombre d'éléments qui permettent, sur les impacts négatifs et les impacts et les opportunités, de pouvoir identifier quel type de document vous pourriez être amené à produire pour pouvoir apporter des éléments de preuve sur tout ce que traite le projet. Donc, voilà. Ensuite, voilà, pour la fiche plafond écologique, j'en ai terminé. Et sur la partie santé, là, je ne vais pas tout repasser en revue, de toute manière, à la même structure. Donc là, pour donner quelques exemples pour compléter sur ce côté-là, les impacts critiques du service d'IA. Les déclencheurs, ça va être donc c'est des risques graves pour la santé ou des atteintes potentiellement létales. Si faire un service d'IA pour coordonner des drones militaires, ça ne rentrera pas du tout dans le cadre de la certification. Les critères qualitatifs, on va se retrouver donc avec l'exposition des personnes qui vont faire les annotations des contenus hautement traumatisants. Alors, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais il y a, pour pouvoir alimenter les IA, il y a des entreprises, soit à Madagascar, soit au Kenya. Bon, il y en a d'autres, mais qui ont pour objectif d'identifier, par exemple, les contenus que l'on trouve sur le web qui sont à caractère pédopornographique, qui sont des vidéos de crimes, des choses de ce style-là. Et ces gens-là passent leur journée à les annoter pour enlever ces vidéos-là, ces contenus des données que va pouvoir traiter l'IA. Après, ce sont des conditions de travail entraînant des risques sérieux pour la santé physique ou mentale. Donc là, le mental, on l'a vu. Le fait que, par exemple, il y a besoin d'annotation, mais il n'y a même pas de suivi médical. Ce qui était le cas quand je parlais pour le Kenya, c'était réellement le cas. Il n'y avait aucun suivi médical qui était mis derrière. Donc vous allez retrouver comme ça tout un ensemble de critères qualitatifs pour chacune des dimensions que l'on a choisies, qui permettront derrière de pouvoir vous positionner dans les niveaux d'impact. Dans les niveaux d'impact. Mais c'est vraiment une aide. Vous pouvez bien sûr agrémenter d'autres éléments que ceux que l'on a là-dedans pour justifier du choix d'un niveau d'impact positif ou d'une opportunité, d'impact négatif ou d'une opportunité positive. Hop, voilà, je vais revenir ici. Alors, je ne sais pas s'il y a eu au passage des questions, Élodie, sur ces fiches-là. Alors, il y a pas eu franchement de questions, mais peut-être une réaction parce qu'on parle de qualitatif, mais beaucoup de mesures, Stéphane. Est-ce que finalement, pour candidater à cette certification, il faut être capable, je dirais, c'est ce que Marie laisse entendre, que toute la chaîne de valeur, en fait, qui participe à la construction du service IA qui serait candidat à la certification, soit capable de mesurer, en fait, parce que comme il y a des preuves à apporter, tout ça, mais que tu parles de qualitatif. Oui. Voilà, comment ça se passe? Alors, donc, on reste bien sur du qualitatif et le plus ça sera complet, plus ça sera facile aussi à certifier. Mais l'idée, c'est de ne pas apporter, alors quelque part, de ne pas imposer un travail
fortement contraignant par la certification, c'est les projets qui vont s'inscrire là-dedans sont des projets qui auront déjà réfléchi, qui seront déjà dans cette mouvance-là. Et après, l'important, c'est d'arriver avec des éléments qui soient suffisants. Toute la chaîne de valeur ne sera pas obligatoirement à prendre en compte. Alors, puisqu'on ne va pas partir, si on sait qu'on est resté sur quelque chose de standard et de limité, par exemple en termes d'utilisation et de conception du service d'IA, pas besoin c'est-à-dire que pas besoin d'aller rechercher tout ce qui va s'être passé en amont, d'avoir une analyse de cycle de vie complète pour le faire, puisqu'on sait que l'on sera sur un impact qui restera, euh, limité par rapport à ce qui se fait classiquement. Par contre, si l'objectif, il faut qu'on puisse avoir la comparaison en fait entre l'impact négatif et l'opportunité positive dans ce qui va être réalisé. Et là, même des ordres de grandeur suffisent en général amplement. Il y a même l'ADEME donne, par exemple, alors pour éviter d'aller chercher de manière trop précise des chaînes de valeur, l'ADEME donne par exemple des valeurs pour l'impact d'un serveur moyen. Et ce sont des éléments qui suffisent amplement. Tout ce qu'il y a derrière tout ce qui est dit, c'est qu'il faut vraiment rentrer dans le cadre, dans l'esprit de cette certification, qui est de montrer qu'il y a eu les efforts nécessaires qui ont été faits en amont et que les opportunités seront bien supérieures aux impacts. Les éléments de preuve, c'était, alors peut-être que le mot preuve est peut-être un petit peu fort, mais les éléments de preuve, c'est pour dire, on a choisi de travailler. Je reprends l'exemple du donut tout à l'heure avec les pays pauvres, les pays moyennement riches et les pays riches. Si on a décidé de travailler sur l'impact du changement climatique dans un pays pauvre, il va falloir apporter là, comme je disais, plus d'éléments et il va falloir apporter une étude qui va permettre de dire, voilà, dans ce cadre-là, ce pays-là va avoir un impact qui va être fort pour telle et telle raison et une étude va le montrer. Enfin, une étude où il y a eu des audits qui ont été faits, etc. Si on parle d'améliorer l'impact du changement climatique par nos activités dans un pays riche, on n'a pas besoin d'avoir un élément de preuve qui soit très fort. C'est quelque chose de vraiment connu, pas besoin d'apporter une étude qui montre cela. C'est des éléments qui sont connus. Voilà. Donc il y a cette réflexion-là qu'il faut avoir pour rester raisonnable. Les notions de preuve sont à apporter vraiment quand c'est sur quelque chose qui n'est pas connu, qui n'est pas commun, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Merci Stéphane. Effectivement, c'était la réaction de Marie, donc ça permet comme ça de préciser et je confirme que le mot de preuve est utilisé ici parce que voilà, c'est un mot qu'on utilise beaucoup dans le process d'évaluation puisque là on parle d'une certification sur un service IA qui donne lieu à une auto-évaluation de la part de l'organisation qui porte le service IA. Derrière, l'agence Lucie part sur une évaluation sur la base de preuves, on appelle ça, dans une démarche d'audit. Donc, on est sur des preuves qui permettent un audit documentaire, une évaluation documentaire tout du moins. Donc, c'est pour ça qu'on parle de preuves, de documentation, si vous préférez, pour utiliser un mot moins galvaudé. Ouais. OK. Alors, on passe sur le processus justement de la certification. Alors, sur le processus de la certification, donc, comme tu viens de le dire, Elodie, on démarre par une auto-évaluation. Alors, à ce stade-là, nous sommes en train de valider le passage de l'auto-évaluation en ligne. Donc ça, c'est en cours. Il y a donc un fichier Excel qui est proposé et qui reprend tout ce que l'on vient de se dire, ça va être repris dans le cadre de ce fichier Excel. Alors, je vais juste faire ça. Non, pardon. Donc, je suis obligé de sortir. Pardon. Veuillez m'excuser. Le fichier, comment se présente le fichier Excel?
Alors, le fichier Excel va contenir un certain nombre d'éléments. Donc, un premier élément juste administratif qui est la description sur les contacts pour l'entreprise. Ensuite, il y a une description du projet. Donc, c'est là où on va retrouver les éléments généraux sur le projet. Donc, le contexte, son objectif, pourquoi, comment agit-il sur le donut. On va retrouver donc les impacts. Donc, on va retrouver les impacts positifs dans la contribution détaillée au plancher social, si c'est le cas. Il faut qu'il soit lié, bien sûr, le service d'IA à une contribution au plancher social ou au plafond écologique. Donc, en fonction, alors ça peut être les deux, certains projets pourraient très bien jouer sur les deux, mais voilà, il va falloir expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que le projet contribue à un de ces éléments-là. Pour répondre à certains éléments autour des conditions, on va le voir apparaître petit à petit. Voilà, l'idée, c'est de comprendre comment est utilisée l'IA, quel est le type, quelles sont ses fonctionnalités clés, pourquoi est-ce qu'elle a été choisie, pourquoi est-ce qu'elle a été utilisée. Donc tout ça, ça se met en relation avec les conditions et on va avoir après les détails des impacts environnementaux, des détails des impacts humains sociaux. Donc tout ça, il y a des éléments qui sont là-dedans que on va retrouver dans les fiches suivantes et qui viendront juste permettre d'alimenter. L'idée, c'est ici de faire une synthèse qui facilite la compréhension. Voilà, et après, il y a des éléments sur comment la solution fait preuve d'adaptabilité. Ça, c'est pour répondre à la capacité dans les évolutions futures, comment on fait pour continuer à avoir la solution. On retrouve chacune des conditions telles qu'on l'a vu. Et chacune va donc, à partir de là, va devoir être évaluée. Donc, vous avez toutes les conditions sont présentées, pareil, dans une fiche condition dans le guide. Il va falloir dire est-ce que le projet respecte ou respecte pas, respecte suffisamment de manière satisfaisante ou ne respecte pas cette condition-là, et avec des explications. Il le respecte pour telle raison, il ne le respecte pas parce que l'on n'a pas traité sous cette partie-là. Donc voilà, pour chacune des conditions, vous allez à ce moment-là répondre, remplir le fichier qui va permettre derrière, au fur et à mesure, d'alimenter. Vous retrouvez ensuite, il y a les 6 onglets qui reprennent donc les 6 plus 1 dimension. Comme je l'ai dit, équité et égalité sont regroupées. Et pour chacune, vous allez déjà pouvoir dire est-ce que le projet est concerné par la dimension. S'il n'est pas concerné, pardon, avec le zoom, ça a un peu changé l'affichage. Donc voilà, si le projet n'est pas concerné, vous expliquez pourquoi le projet n'est pas concerné. Comme je disais tout à l'heure sur la santé, cette IA n'a pas eu des besoins d'annotation par des personnes et n'a pas pour objectif de contribuer à l'amélioration de la dimension santé du plancher social. Hop, cette fiche référence n'est pas concernée, donc en quelques mots, vous l'expliquez. Et sinon, vous allez, en fonction de la fiche référence correspondante, vous allez dire est-ce que j'ai un impact qui est un impact faible ou critique. Vous allez le mettre et vous allez expliquer donc le pourquoi en utilisant les références qui sont données, tout ce que l'on a passé en revue, ou d'autres éléments que vous pourriez, vous, avoir, qui pourraient venir compléter et expliquer pourquoi vous avez mis ce niveau-là. Donc, vous le faites pour les impacts négatifs, que ce soit la conception ou la solution qui a été déployée, et pour l'opportunité, c'est pareil. Et vous faites ça pour chacune des fiches correspondantes. Concerné, pas concerné. Si concerné, vous remplissez la suite. Et à la fin, il y a une évaluation qui se met en place et qui vous dira si c'est conforme ou pas. Donc voilà, donc vous aurez cette conformité-là, ce fichier-là à remplir pour pouvoir derrière avoir l'évaluation. Hop, je vais revenir relancer. Voilà, donc le remplissage de ce fichier, la documentation donc des preuves au sens processus de certification, et vous aurez fait donc votre analyse d'impact. Derrière,
au niveau de l'agence UCI, il va y avoir une revue documentaire qui va être faite, parce que le principe, comme disait Elodie, c'est une revue documentaire, c'est sur la base du fichier Excel et des preuves que vous aurez apportées que se fera la revue. Donc il y a une vérification de la complétude, que tout a bien été pris en compte, bien évidemment. Il y a une analyse derrière qui va se faire pour s'assurer que tout a été fait de manière cohérente, que tout ce qui est attendu est présent. Et il pourra y avoir lors de cette revue documentaire des demandes de clarification. S'il y a des éléments qui n'étaient pas qui semblaient pas suffisants ou pas suffisamment clairs pour la compréhension au niveau de l'évaluation finale, il y aura des demandes de clarification qui se feront. Et pour l'évaluation finale, les personnes qui vont évaluer le dossier vont vérifier par rapport au guide et aux explications qui auront été données si les niveaux qui ont été positionnés sont les bons et va pouvoir à ce moment-là attribuer le niveau de certification. Il y aura un rapport qui sera fait avec des recommandations. Donc là, on est sur des éléments qui sont classiques avec la délivrance du certificat. Donc voilà le processus dans son ensemble. Et maintenant qu'on a vu le fichier Excel, la certification, elle est graduée et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait, comment on a décidé de faire la pondération entre les conditions, les dimensions, et comme je disais tout à l'heure, sur un ton un peu humoristique, entre les carottes, les navets et les choux, parce que là, on est vraiment sur des choses qui sont très, très différentes. Les conditions interviennent pour 40% de la note. Donc, les 6 conditions vont être évaluées. Donc, il y a 3 niveaux dedans. Donc, il y a le niveau insuffisant. Donc là, on ne répond vraiment pas du tout à la condition. Si je prends par exemple la condition autour de la liberté du code, là on est sur un code fermé, on n'a pas les sources et il y a éventuellement même il y a des brevets qui sont mis en place sur les solutions. Donc là on n'est pas à ce niveau-là. La condition et on y répond de manière partielle ou de manière suffisante. Alors suffisant, c'est on est au niveau le quasi maximal, c'est-à-dire on est bien avec, si je reprends la liberté du code, il y a bien une licence libre qui a été mise dessus, une documentation complète et on a la vision sur les données. Sur ces conditions, il y a un score minimum à avoir, c'est de 15 sur 30. C'est pour ça que je vous disais au début qu'il y a quand même une certaine pondération qui est mise en place, même si elles sont fondamentales. Il y a une pondération qui est mise en place et donc sur les 6 conditions, on peut avoir un score de 30. Donc si on a 15 sur 30, c'est le niveau minimum. Sinon, il y a non-conformité. Et ensuite, il y en a, pour pouvoir faire la comparaison avec les dimensions, on a un système d'étoiles que l'on a mis en place. Vous êtes entre 15 et 19, il y a 0 étoiles qui sont attribuées aux conditions. Ce n'est pas éliminatoire, mais il n'y a pas d'étoiles qui en découlent. De 20 à 29, il y a une étoile. Et à 30, là on est sur le niveau le plus élevé, on a 2 étoiles. Les dimensions, évidemment, elles représentent à ce moment-là 60% de la note. Il faut que les opportunités, le score, le poids des opportunités soit supérieur au poids des impacts sur l'ensemble des dimensions concernées. Il ne faut pas qu'il y ait de niveau 4 critique, c'est ce on se l'était dit, mais et aussi pour que ça ne soit pas que du confort, il faut au moins qu'une des opportunités soit un niveau 2. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir que des opportunités de niveau faible. S'il n'y a que du niveau faible, c'est que le service d'IA est là, a un impact vraiment trop minime et il est plutôt sur le confort. Et il faut que les opportunités, quand on fait la somme des opportunités à leur poids positif et des impacts à leur poids négatif, il faut qu'il y ait au moins le score final qui soit 5, sinon on est en non-conformité. Si on a un poids qui est entre 5 à 9, on a une étoile, de 10 à 14, on a 2 étoiles, supérieur à 15, on a 3 étoiles. Et à partir de là, on va faire la somme des étoiles entre les conditions et les dimensions. Et on va arriver à avoir donc un résultat qui va, le non-conforme qui peut arriver, mais comme on se l'est dit, par des problèmes directs d'élimination ou le fait de ne pas avoir un poids à 5, c'est-à-dire s'il y avait 0 étoile, on est non-conforme. Il y a un niveau inspirant, parce qu'il faut bien se le dire,
et je pense que vous l'avez tous bien compris, même au travers des questions qui ont été posées, c'est que cette certification va au-delà de l'usage classique, hein, vraiment que l'on fait de l'IA, et donc qu'un projet qui déjà est au premier niveau de conformité est déjà un projet qui est inspirant et sur lequel qu'il faut prendre un exemple. Ensuite, on a un niveau remarquable et ensuite le niveau exemplaire. Là, c'est le projet, alors, le exemplaire, mais vraiment qu'il faudrait, si on pouvait avoir de l'IA qui se fasse à ce niveau-là, ça serait très bien. Mais voilà, déjà un projet inspirant dans l'esprit de la certification, c'est déjà un projet de haut niveau par rapport à ce qui est attendu. Là, je te laisse, Elodie, sur ce slide. Oui, tout à fait. Merci Stéphane. Donc là, on vous a mis quelques raisons, je dirais, hein, pour vous engager, mais on rappelle bien que c'est une certification de service, hein, IA, et pas d'organisation, même si effectivement, ça peut avoir des impacts positifs pour votre organisation. Donc le fait de valider une démarche, alors pas une démarche numérique responsable, hein, au sens du label qu'on propose parallèlement, mais au sens vraiment d'une démarche responsable au niveau de l'utilisation et des propositions sur l'intelligence artificielle. Ça vous permet de vous différencier et de proposer un cadre structurant pour vos projets IA, vous l'avez vu, avec toute la structuration de cette certification. Et puis aussi au niveau écosystème, hein, vous avez été nombreux à parler de chaîne de valeur au final. Donc, il y a une contribution au commun numérique. Ça permet aussi de partager de bonnes pratiques, donc peut-être de faire effet boule de neige, on l'espère en tout cas. Et puis côté société, il y a vraiment, vous l'avez vu notamment dans les conditions, la logique de se dire qu'on est sur une IA au service des vrais besoins et pas de confort, hein, par opposition. La volonté de réduire des impacts négatifs de l'IA et puis d'être dans une innovation durable et inclusive, c'est tout à fait possible, notamment quand on est au démarrage de la mise en place de certains modèles. Le démarrage. Alors évidemment, vous pensez bien avec tout ce qui a été présenté ce matin, c'est un démarrage, je dirais, step by step, hein, la théorie des petits pas, comme on aime le faire à l'agence Lucie. Et aujourd'hui, on n'a pas peur de vous dire que nous sommes en mode projet, toujours sur cette logique de certification. On a une entreprise qui est bêta-testeuse. Donc dans l'immédiat, suite à ce webinaire, si vous avez un intérêt sur ce projet de certification, bah, évidemment, vous nous contactez pour des questions, des clarifications, et c'est ce qui va se passer notamment dans le temps d'échange juste après. Exprimez votre intérêt, évidemment, ça peut être un intérêt, enfin les prémices d'un intérêt, puisque il y a encore derrière du chemin à faire ensemble, hein, pour se échanger, se poser les bonnes questions. À court terme, on a mis au point avec Stéphane, et on vous le dit là, un questionnaire de préqualification parce que vous-même, vous vous posez des questions, on le voit dans le chat, et souvent on se dit bah, on n'est pas éligible ou en tout cas on n'est pas concerné. Donc le questionnaire de préqualification qu'on vous demande de remplir si vous avez les prémices d'un intérêt, bah, ça vous éclaire, mine de rien. Et donc, à court terme, ça permet d'avancer sur l'étape de mise à disposition des documents complets, donc comme une box, une boîte à outils, je disais dans le chat pendant le webinaire, avec notamment, comme a pu le présenter Stéphane, des fiches PDF qui viennent permettre une acculturation, une meilleure compréhension de comment se déroule l'auto-évaluation. Et ensuite, évidemment, on met à disposition le fichier Excel pour votre auto-évaluation qui demande un certain temps. Ça, c'est certain, une fois que vous avez identifié un projet candidat, parce que parfois, vous travaillez sur différents types de services IA. À moyen terme, c'est vous dire, une fois que vous avez touché du doigt, lu la boîte à outils avec toutes ces fiches, bah, est-ce qu'on y va? On se lance dans l'auto-évaluation via le fichier Excel que Stéphane a pu vous montrer. Et puis derrière, nous restons, Stéphane et l'agence Lucie, pardon, dans ce projet, hein, dans cette phase bêta-test aujourd'hui, disponible pour échanger, vous accompagner sur toutes les questions que vous vous posez. Et on ose dire aujourd'hui qu'il y a une question qu'on nous pose très souvent, combien de temps tout ça prend?
eh bien, nous sommes dans une phase bêta-test, donc nous ne pouvons pas répondre aujourd'hui à cette question, puisque ça dépend du nombre de personnes mobilisées, du temps d'acculturation, du modèle et même, j'ai envie de dire, du service identifié. Donc, on est là pour accompagner parce qu'on sait très bien que voilà, c'est une phase test dans laquelle on se trouve et on vous accompagne dessus. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est évidemment d'avoir des organisations volontaires avec les prémices d'un intérêt pour aller sur une vague de certification dans un sens pro bono, c'est-à-dire que c'est une phase test, donc on est en certification gratuite. Vous nous accompagnez sur cette phase test, on vous accompagne aussi et vous êtes libre à n'importe quel moment aussi, hein, c'est ce qu'on rappelait à l'organisation qui est en phase bêta test avec nous que dès lors que vous voyez que c'est trop important comme temps ou que les modalités sont complexes, c'est d'avoir votre retour d'expérience finalement collectif pour dire bah oui, on continue, non, on s'arrête là. Hein, il n'y a pas d'organisation captive, je dirais. On est tout à fait libre de pouvoir s'exprimer sur ce projet-là. Voilà. Et je vais juste compléter, c'est que par rapport à ce que tu disais, Elodie, c'est que voilà, ce qui est important à partir du moment où vous décidez de rentrer dans ce processus-là, quelle que soit l'issue, c'est voilà, de pouvoir me faire les retours, ce que vous avez pensé au niveau du guide, de ce qui a été une difficulté, comment on pourrait améliorer le guide. Voilà. C'est l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire progresser et d'avoir, comme c'est noté en bas, un retour d'expérience qui se fasse et qui permette d'améliorer, de proposer quelque chose de plus, une certification qui soit encore plus pertinente. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est Soline qui posait la question justement de la tarification. Donc à ce jour, l'agence Lucie n'est pas en mode vente de ce produit. On est vraiment dans la modalité de test, donc cette phase bêta-test qui permet je dirais, d'être gagnant-gagnant sur cette phase-là et de savoir justement comment le process sera monté définitivement à l'aune de vos retours d'expérience et de ce que ça peut générer chez vous comme retour, comme impact, comme opportunité. J'ose dire aussi, et on va passer à la partie, je pense, sur les questions, mais aujourd'hui, c'est vrai que certains bénéfices nous sont peut-être encore invisibles, hein, et ce sont les organisations qui participeront qui pourront certainement nous faire un retour aussi dessus. Alors voilà, on passe aux questions-réponses et il y en a justement qui s'ajoutent dans le chat. Donc je les prends en note à chaque fois en parallèle pour pouvoir y répondre au coup par coup. Si vous êtes d'accord, on va démarrer par les questions qui ont été posées au tout début et qui avaient un sens très large. Hein. On a un bon temps là de 15 minutes pour faire ces questions-réponses. On avait une question notamment très large sur la cible, Stéphane, du manifeste, si tant est que le manifeste cible un type d'organisation voilà, ou de client, entre guillemets, même si on n'est pas encore dans la phase produit. En gros, est-ce que ce sont les entités commerciales ou les services de l'État ou les deux qui seraient plutôt visés par ce manifeste? J'ouvre une porte comme ça pour qu'on puisse te laisser la parole, Stéphane, sur la manière dont ça a été pensé, peut-être à la rédaction ou pas du tout d'ailleurs. Alors, ça a été pensé pour être le plus large possible. On sait, alors, il n'y a pas de cible identifiée d'organisation. Par contre, il y a bien des cibles de projets qui sont identifiées. Mais on peut très bien imaginer, il y a plusieurs cas possibles qui peuvent exister. On va se retrouver éventuellement avec je parlais tout à l'heure du groupe La Poste, on pourrait se retrouver aussi avec une ONG qui va utiliser l'IA pour améliorer donc les services qu'elle propose. On peut très bien imaginer même. Allez, allons jusqu'au bout. On peut même imaginer un groupe comme Total Énergie qui est un projet d'IA parce qu'il sera justement au bénéfice du changement climatique, peut-être autour de l'amélioration de l'efficacité du renouvelable, par exemple.
qui pourraient se mettre en place. Soyons clairs qu'un service d'IA qui améliorerait la productivité de l'extraction du pétrole ne rentrerait pas dans ce cadre-là, mais on pourrait très bien avoir un groupe comme Total qui le fasse. On peut très bien avoir de petites structures comme des grandes. Non, il n'y a aucune limite qui a été imaginée. Comme on se trouve au niveau du projet, n'importe quel type d'organisation peut très bien participer à cette certification. Merci Stéphane. Je pense que ça répond à la dernière question qui est posée par Marie pour avoir des exemples de projets qui vont faire partie de cette première vague. Alors, autant vous rassurer, on n'a pas fait de liste exhaustive de quel type de projet. Comme dit Stéphane, c'est très ouvert. Donc voilà, il y a des exemples qui viennent d'être donnés par Stéphane et on est certain qu'on pourrait être bien surpris par vos propositions. Et on souhaite être surpris aussi par Tout à fait. les propositions, parce que là, on ne peut pas imaginer voilà, tout ce que l'on peut avoir comme type de projet. Comme je l'ai dit, si je reprends quand je regarde le donut comme il est à ce niveau-là, je me dis que des projets, on peut en avoir de divers et variés qui pourraient combiner des dimensions. Enfin, on peut imaginer beaucoup de projets qui puissent répondre à une amélioration de la situation telle qu'on le voit ici. Donc, pour moi, on ne pourrait être que surpris par les projets. Et il n'y a aucune limite, il n'y a aucune contrainte. La seule contrainte, c'est de pouvoir rentrer dans cet esprit d'amélioration et d'aller vers cet espace sûr et juste du donut. Après, quelle que soit l'organisation, on peut même très bien imaginer un indépendant qui ferait un projet qui rentrerait dans ce cadre-là, qui pourrait être certifié, comme on pourrait imaginer, comme je dis, Total Énergie qui le soit, comme on pourrait imaginer l'État français qui le soit. On peut imaginer beaucoup de solutions, il y a beaucoup de situations, pardon, pas de solutions, de situations, on peut imaginer ça. Donc, surprenez-nous. Voilà. Il y avait une question aussi de Bruna sur la période de phase test sur ce projet de certification. Aujourd'hui, à l'agence Lucie, on s'est laissé à peu près jusqu'à fin mars, potentiellement pour recueillir les intérêts des organisations et potentiellement se dire en avril, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on élargit, enfin, on rallonge plutôt la période de phase test ou est-ce que on arrête un process établi grâce à des retours d'expérience? Aujourd'hui, on peut vous dire qu'on a une seule organisation bêta-testeuse. Donc, je dirais que le mois de février est plutôt le mois voilà, des échanges avec vous pour recueillir vos intérêts et voir justement si on rallonge cette phase de test. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, en fait, ne serait-ce que dans ce mois de février, pour pouvoir faire partie de la phase bêta-test. Au-delà de cette question-là de calendrier, on avait aussi, Stéphane, et c'est une bonne question de Sylvie, c'est une certification de projet, ça on a compris, et pas d'organisation, par opposition au label NR. Mais cela touche finalement aussi la gouvernance du projet et évidemment l'éthique. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Ah oui. Alors, on va le dire clairement, dans l'idée de travailler, de travailler sur le projet, il y avait deux raisons qui nous ont poussé à travailler sur le projet. Le premier, c'est on sait très bien qu'aujourd'hui, vouloir faire une certification au niveau d'une entreprise, ça serait tellement restrictif avec les usages que l'on a aujourd'hui de l'IA que ça ne pouvait pas fonctionner. Mais le deuxième point qui nous a poussé, c'est que à partir du moment où il va y avoir des projets qui vont pouvoir rentrer dans cette certification, ils vont montrer qu'on peut travailler de manière différente. Et donc, ça va être des exemples au sein des organisations qui permettront de pouvoir derrière essaimer, de pouvoir aller plus loin que le projet qui a permis de démarrer. Donc, oui, l'idée, c'est soit d'avoir des organisations qui sont déjà prêtes au niveau de leurs valeurs, qui sont déjà prêtes au niveau de leur éthique et qui vont démarrer par un projet et sur lesquels ça va s'aimer assez facilement. Et puis, il y aura d'autres organisations
pour lesquels où les valeurs ne sont pas encore présentes de manière forte, et où le premier projet va réussir à se faire certifier, et puis ça va questionner derrière, et ça va amener à avoir des réflexions qui feront que peut-être un deuxième projet pourra se lancer dedans parce il est capable d'apporter justement ce niveau de valeur attendu, et donc de pouvoir avoir comme ça des exemples à l'intérieur des organisations qui aideront à mener des changements petit à petit. Hein. On est bien conscient qu'on ne va pas faire changer le monde comme ça par la certification et le manifeste, mais d'avoir des changements qui se mettent en place petit à petit, et de valoriser et mettre en avant des projets qui vont dans le bon sens. Ok. Et donc, par la suite, on avait des cas concrets de questions par rapport à des types d'activités. Stéphane, on a Marie qui nous dit, quand on est un éditeur de logiciels qui ne travaille ni dans la santé ou l'environnement, hein, ou autre secteur à portée positive, entre guillemets, comment on peut s'inscrire dans cette logique de certification IA? Alors là, dans un cas comme celui-là, ça peut se faire. Alors là, c'est le prendre de manière générique, ça va être compliqué. C'est plutôt dans une situation où ça va pouvoir devenir intéressant. C'est que l'éditeur va mettre en place une solution qui va être utilisée par un client qui va rentrer lui dans ce cadre. C'est la combinaison des deux qui va pouvoir apporter comment ça s'appelle le côté certification. L'éditeur qui fournit un logiciel, le logiciel tant qu'il n'est pas utilisé, on ne rentre pas dans le cadre de la réflexion qu'on a sur le manifeste, puisqu'il y a une solution qui doit apporter des résultats. Tant qu'il n'est pas positionné avec un contexte d'utilisation, on ne peut pas réussir à le certifier. Donc, il faut qu'il y ait cette combinaison avec la solution, plus la solution au sens numérique et la solution déployée pour que la certification puisse se faire. Très bien. Et une autre question aussi, c'était effectivement si la certification vient récompenser un service qui doit répondre donc à une condition de vulnérabilité, mais on a vu que c'était pas la seule, hein, et qu'il y a une pondération, hein, ça faut rassurer quand même les organisations ici présentes. Si on n'entre pas dans cette condition, ou plutôt j'ai envie de dire dans les conditions qui ont été listées et présentées, Stéphane, est-ce que du coup on rentrerait plutôt dans un label NR avec une partie ajoutée sur l'IA par exemple? Donc là, on revient sur la logique, attention, hein, de projet de service, projet de certification de service versus labellisation d'une organisation, hein, au niveau NR. Là, on est sur les deux concepts sont quand même bien différents dans leur esprit, mais toutefois, s'il y a déjà du travail qui a été fait sur un ou plusieurs projets autour de l'IA, avec l'évolution du label NR qui intègre, comme tu le disais en introduction, qui intègre maintenant beaucoup plus cette notion d'IA, c'est des éléments positifs qui vont venir se rajouter à la labellisation NR dans le nouveau format. Donc, même si le travail n'aboutit pas sur la certification IA, mais qu'il y a des éléments positifs, tout ce travail-là permet d'alimenter le nouveau label NR, et donc c'est un point positif qu'il faut quand même aussi prendre en compte. Merci Stéphane. Je regarde s'il y a d'autres nouvelles questions, mais il en restait une, effectivement, alors qui est plus de l'ordre de comment on y va sur ce projet, parce qu'en général, bon, on est un collectif en organisation, hein, et du coup, on a largement vu les impacts de l'IA, Stéphane, ce matin, mais concrètement, on embarque tout le monde de quelle manière, enfin, comment on fait sans culpabiliser? Mais justement, sans culpabiliser, c'est l'objectif. C'est de travailler sur les valeurs et les valeurs qui sont associées à un projet. Un projet qui va avoir pour objectif, et ce qu'il faut mettre en avant, c'est le fait qu'il y a un objectif
de limiter les dépassements, que ce soit les dépassements du plafond ou les dépassements du plancher, et qu'il y a un objectif derrière à grande valeur, et que c'est ça qu'il va falloir réussir à mettre en avant. Et l'objectif dans le cadre de ce manifeste, c'est bien été de se dire, on met en avant la solution, on met en avant le métier qu'il y a derrière pour que ce soit lui qui soit valorisé et sortir de ce qu'on a l'habitude de voir, de dire bah, l'IA ou le numérique ont un impact négatif. Là, avec le manifeste, on a souhaité rajouter et mettre en avant les opportunités et de travailler sur les opportunités en faisant bien évidemment attention de ne pas avoir des impacts négatifs trop importants. Mais comment le démarrer, comment mettre ça en avant, c'est justement de dire que ça rentre dans le cadre d'une démarche et qui devient une démarche RSE. On en avait justement même dans le texte sur le slide, c'est comment concilier RSE et IA, c'est de montrer qu'on est capable d'utiliser l'IA pour ajouter de la valeur et que cette valeur, elle va être très utile à l'entreprise et qu'elle va lui permettre de progresser. Donc, il faut vraiment ne pas voir cette certification-là comme étant une notion de limitation des impacts, même si c'est bien évidemment ce à quoi il faut arriver, mais plutôt des opportunités qu'elle amène et des valeurs qu'elle rajoute au niveau de l'organisation. Donc c'est un démarrage sur cette valorisation de l'aspect positif du projet avec tout ce qu'il peut apporter à l'organisation. Merci Stéphane. Et pour les 2 minutes qui restent, effectivement, alors il n'y a plus de questions trop techniques sur ce qui a été présenté ce matin, mais on voit bien les réactions et la complexité d'amener cette notion de valeur, Stéphane, hein, c'est ce que nous dit Marie, dans les entreprises où souvent quand on lance un projet IA, bah, c'est pour répondre à un besoin client, à un enjeu business. Et on sait qu'aujourd'hui, le contexte économique, enfin voilà, il est ce qu'il est, mais les entreprises, voilà, hein, ont cet objectif-là bien en vue. Et donc, c'est difficile à concilier, quoi. Alors, je suis bien d'accord, et on en revient, ce n'est pas une certification d'entreprise, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas au niveau d'une entreprise et qu'il va falloir cibler des projets. Mais on peut, alors, quand on a un client qui demande à avoir une amélioration quelque part financière, très souvent, on peut se retrouver aussi avec une amélioration des impacts. Si on améliore financièrement, par exemple, en améliorant une productivité, ça peut être en améliorant comment ça s'appelle, un processus, ça peut être en améliorant une architecture, il peut y avoir beaucoup d'éléments. Et donc, si on permet derrière, arrive à trouver au-delà d'un aspect financier qui, il est vrai, c'est souvent ce que l'on a en premier qui apparaît, mais que l'on peut y trouver aussi derrière des éléments positifs, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. J'ai un exemple que j'aime bien donner à propos d'une entreprise qui n'est pas ce jour autour de l'IA, mais qui est assez significatif, qui s'appelle EasyVert et qui a produit un logiciel qui permet d'améliorer de manière drastique l'utilisation des machines virtuelles dans un data center. Quand ils ont commencé, ils avaient ils avaient pris l'aspect technique au sens on va améliorer le côté impact sur le changement climatique. Ça n'a pas marché. Derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelque temps, ils ont basculé. On va améliorer l'impact financier de votre SI. Et là, tout de suite, ça s'est mis à marcher. Mais derrière l'impact financier, il y avait l'impact climatique qui était présent. Et ça, il faut réussir à le détecter. Il faut réussir à imaginer quels sont ces impacts positifs qui peuvent exister aussi derrière des améliorations qui sont vues. Et je le comprends très bien aujourd'hui, c'est le monde dans lequel on vit, qui sont vus d'abord sous un impact financier. Donc, il faut réussir à trouver ces améliorations indirectes que l'on peut avoir pour justement raccrocher un service, un projet à cette certification.
Eh ben, merci Stéphane, ça sera le mot de la fin puisque on a dépassé d'une petite minute et on va tous vous remercier toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Donc comme prévu, vous aurez le replay la semaine prochaine. Merci pour les questions, les réactions et puis n'hésitez pas, hein, j'ai mis mon mail dans le chat si jamais vous avez un prémisse d'intérêt. D'accord? On vous souhaite un bon appétit, une bonne Voilà. journée et merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Au revoir.